Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche ni la performance permanente, ni la solution miracle. On observe, on analyse, on comprend. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer une question qui me fascine depuis quelques temps, quelques années en réalité. Le sport est-il encore une activité de santé? Ou est-il devenu une nouvelle forme de pression sociale? Parce que si l'on regarde autour de nous, il semble aujourd'hui presque impossible d'échapper au discours sportif. Applications de fitness, montres connectées, défis sportifs, cours collectifs ultra intenses, corps sculptés sur les réseaux sociaux. Bouger est évidemment une bonne chose, mais la question mérite d'être posée. À quel moment une pratique bénéfique peut-elle se transformer en norme sociale et parfois même en injonction? Aujourd'hui, on va prendre un peu de recul, explorer l'évolution du sport dans notre société, comprendre pourquoi il occupe une place aussi centrale dans le discours bien-être contemporain, et se demander si, parfois, la quête de santé ne finit pas par produire l'effet inverse. Si l'on remonte quelques décennies en arrière, le sport n'avait pas la même place dans la vie quotidienne. Il était présent, bien sûr, mais il appartenait plutôt au domaine du loisir. On faisait du sport pour jouer. On tapait dans un ballon dans son jardin avec son enfant ou son voisin pour rire, sans prêter attention aux calories qu'on allait dépenser en le faisant. On faisait ça aussi parfois pour se défouler, pour partager un moment collectif, ou simplement pour le plaisir. La transformation commence dans les années 70-80. C'est l'époque où le sport commence à être associé à la santé publique. L'OMS recommande aujourd'hui 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. L'objectif est simple, prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Et sur ce point, les données scientifiques sont très claires. L'activité physique régulière réduit le risque de mortalité prématurée d'environ 20 à 30. C'est là où on comprend que ça a son importance. Mais entre la recommandation de santé publique et la culture sportive contemporaine, il y a un vrai écart. Et cet écart raconte beaucoup de choses sur notre époque. Aujourd'hui, le sport n'est plus seulement une activité physique, il est devenu un marqueur social. Faire du sport renvoie à toute une série de valeurs. Discipline, motivation, performance, maîtrise de soi. Autrement dit, le sport est devenu un signe visible de contrôle. Le sociologue français David Le Breton parle d'ailleurs d'un phénomène intéressant. Le corps est devenu un projet à optimiser, comme le reste, comme une entreprise. Aujourd'hui, le sport n'est plus seulement une activité physique. Il est devenu un marqueur social. Dans les grandes villes, on va pouvoir s'adonner au sport de différentes façons. Et chaque équipe a ses codes, son langage et ses coups. Ça mériterait un épisode entier. Je vais y songer. Quoi qu'il en soit, faire du sport renvoie à toute une série de valeurs. La discipline, qui est à distinguer de la motivation. C'est d'ailleurs ce que j'essayais d'expliquer à mon entourage, aux personnes qui souhaitent faire du sport, mais qui considèrent ne pas avoir suffisamment de motivation pour cela. Moi, en tant que sportive reconnue, dirons-nous, j'ai toujours tendance à expliquer qu'il faut faire un énorme distinguo entre la discipline et la motivation. Que les soirs d'hiver, où il fait froid, où le soleil se couche à 17 heures, et où on n'a qu'une envie, c'est de passer sa soirée sous un plaid à regarder une série Netflix, ce qui va pousser le sportif à aller à la salle ou dans son club ou à enfiler ses chaussures pour aller courir, c'est la discipline, au-delà de la motivation. La discipline est surtout la projection, le fait de se rappeler l'état de mieux-être dans lequel il va se retrouver après avoir fait du sport. La motivation n'a plus rien à voir là-dedans. C'est la discipline qui donne aux sportifs la rigueur de continuer cette activité qui est bénéfique pour lui. En réalité, quand on va au sport, on n'y va pas pour exhiber son six-pack, on n'y va pas pour exhiber le galbe de ses triceps, même pour les hommes qui y attachent une affection particulière. Non, on y va également pour être la personne qui, aux yeux de la société, a suffisamment de discipline pour pouvoir se rendre à la salle
suffisamment pour que ça se voie. Le sport est devenu un signe visible de contrôle, finalement. Ce que nous montrons à travers notre corps dit quelque chose de notre rapport au travail, à la réussite et à la volonté. Dans ce contexte, le sport devient presque un langage. Dire que l'on court un marathon, que l'on s'entraîne 5 fois par semaine, que l'on se lève à 6 heures pour faire du yoga, tout cela raconte une histoire, celle d'une personne active, volontaire, performante. Mais cette narration peut aussi créer une pression implicite. Car si le sport devient la norme, alors ne pas en faire peut donner l'impression d'être en défaut. Un autre phénomène a amplifié cette pression, la technologie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font du sport avec une montre connectée, une application de suivi, un capteur de calories ou un objectif quotidien de pas, les fameux 10 000 pas par jour. Ces outils peuvent être utiles, mais ils introduisent une nouvelle dimension, la quantification permanente. Et c'est quelque chose que je redoutais terriblement quand j'étais diététicienne. J'expliquais à ma patientèle que compter les calories était un piège pernicieux dans lequel on va finir par se perdre au milieu des chiffres qui, sur le papier, sont des indicateurs, mais devraient rester dans les mains des professionnels qui savent s'en détacher. Mais quand il s'agit de soi, la course aux chiffres, que ce soit celui sur la balance sur lequel on se pèse, ou que ce soit sur la balance sur laquelle on pèse les aliments que l'on mange, peut littéralement faire basculer quelqu'un dans ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Dans le sport d'ailleurs, la soif inépuisable de sport a un nom. Ça s'appelle la bigorexie. Là encore une fois, un épisode s'impose. Mais ça viendra. Chaque activité devient mesurable. Les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le temps d'entraînement, le nombre de pas. La santé devient une suite de chiffres. Or, plusieurs études montrent que cette auto-quantification peut produire un effet paradoxal. Chez certaines personnes, elle augmente l'anxiété liée à la performance. Autrement dit, une pratique censée améliorer la santé peut parfois générer une nouvelle forme de stress. Et vous vous en doutez, comment parler de tout cela sans parler des réseaux sociaux? Loin de moi l'idée de les diaboliser, mais il est temps de comprendre que derrière chaque outil, il peut y avoir une utilisation néfaste. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la perception du sport. Aujourd'hui, le sport est omniprésent dans les contenus bien-être. Corps sculpté, routine matinale, entraînement intensif. On ne voit presque jamais la récupération, la fatigue, l'ennui, ou simplement le fait de ne pas avoir envie. Le sport est devenu une vitrine. Et comme toutes les vitrines, elle montre une version sélectionnée de la réalité. Ce phénomène va créer une comparaison permanente. Une étude publiée dans Body Image montre que l'exposition répétée à des contenus fitness peut augmenter l'insatisfaction corporelle. J'en ai moi-même la représentation chez moi. Mon mari étant très sportif, je me suis rendu compte un jour, en regardant par-dessus son épaule, que la plupart, sinon la totalité, des contenus qu'il regardait sur ses réseaux sociaux, c'était des hommes extrêmement musclés avec des corps qui ne sont finalement en plus esthétiques que pour très peu de femmes. Et je me suis dit: «Mais est-ce qu'il est en train de se motiver ou est-ce qu'il est tout simplement en train de se faire du mal?» Et c'est là où je me suis rendu compte que, finalement, ce problème qui, avant, n'avait l'air de toucher que les femmes, qui lisaient des magazines dans lesquels il y avait une représentation de la femme extrêmement codée et très peu représentative, du panel, était en train doucement de s'emparer des hommes et plus particulièrement des sportifs. Encore une fois, l'intention initiale, je pense, est d'encourager l'activité physique. Mais malheureusement, ça a un peu un effet inattendu et complètement contre-productif. Alors je ne veux quand même pas perdre le message initial. Bouger reste essentiel. Le corps humain est conçu pour le mouvement. La sédentarité est aujourd'hui associée à un risque accru de nombreuses maladies chroniques. Mais l'enjeu n'est peut-être pas la pratique du sport. L'enjeu est juste la manière dont nous en parlons. Quand le sport devient une obligation morale, il peut perdre sa dimension de plaisir. Que dis-je? Il perd.
sa dimension de plaisir. Encore une fois, quand j'étais diététicienne en cabinet, j'essayais d'expliquer à ma patientèle, qui venait souvent désireuse de tout changer, que s'attaquer au sport de manière frontale était rarement périn. Je m'explique. Quand on veut absolument se mettre au sport dans une optique de remise en forme, la chose qu'on oublie quasi systématiquement, c'est la notion de plaisir. On se dit: «Je vais aller à la salle parce que tout le monde va à la salle. Je vais m'acheter une paire de baskets et je vais courir parce que ça semble être le sport le moins cher». Mais en réalité, on perd totalement la notion fondamentale de plaisir. Et c'est là où j'invoquais souvent l'enfance de mes patients, où je leur disais: «Mais quand vous étiez enfant et que vous choisissiez le sport que vous aviez envie de faire, en dehors de l'école et que les diktats de l'apparence et de la beauté n'étaient pas en jeu, comment vous choisissiez votre sport?» Et ça donnait un petit indicateur à ma patientèle de ce qu'il fallait privilégier. Finalement, pour moi, et ça reste une opinion, la salle de sport dans lequel on va faire de la musculation, pour la grande majorité des gens, devrait rester quelque chose qu'on fait à côté d'un sport qu'on adore, que ce soit le tennis, la natation, l'équitation, le volley, peu importe. Pour que la musculation vienne compléter le travail parfois un peu asymétrique qu'on va opérer lors d'un sport collectif et orchestré. Quand le sport devient un indicateur de valeur personnelle, il devient tout simplement une source de tension. Et c'est là, finalement, que se situe le paradoxe contemporain. On fait du sport pour réduire le stress, mais dans une culture qui transforme le sport en nouvelle performance. Pour revenir encore une fois à ce que j'avais l'habitude de dire, à ma patientèle, je leur expliquais qu'il valait mieux avoir une approche du sport saine et surtout trouver un sport qui nous plaît et qui ferait qu'on ait envie d'y aller ne serait-ce qu'une fois par semaine. J'expliquais souvent qu'à choisir entre une session de tennis avec une amie, une fois par semaine, et 4 séances seul, face à son miroir, dans un énorme complexe sportif, parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire, la décision doit toujours se tourner vers ce qui nous apporte réellement du plaisir. Parce qu'il est là le bon rapport au sport. Il est dans le plaisir. Alors le sport est-il devenu une pression sociale? La réponse est probablement nuancée. Le mouvement reste l'un des piliers les plus solides de la santé humaine. Mais comme beaucoup de choses dans notre époque, il peut aussi être récupéré par une logique de performance et d'optimisation. Et là encore une fois, je vais vous laisser, et c'est peut-être très impoli, mais sur une autre question. Peut-être que la vraie question n'est pas: «Est-ce que je fais assez de sport?» mais plutôt: «Est-ce que le mouvement que je pratique me régule, me fait du bien, m'apporte de la joie? Ou est-ce qu'il ajoute juste, une pression de plus?» Parce que la longévité ne repose pas uniquement sur l'effort, elle repose aussi sur l'équilibre. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Et si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez le partager ou laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du bien-être moderne.